Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du Grand Rendez-vous avec ce soir Mamoudou Situnkara. Bonsoir Mamoudou. Et Sorna Fall, très bien habillé. Bonsoir Sorna. Bonsoir. L'esclavage en Mauritanie est toujours, hélas, une triste réalité. Une pétition en ligne vient d'être lancée contre ce répugnant phénomène. Nous recevons ce soir pour nous en parler son initiateur, l'ancien gouverneur et vice-président du Manifeste des Haratines, Ahmadou Val Messaoud. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Val. Vous allez, Val et Fall, c'est la même chose après. Oui. Donc, bonsoir Monsieur Val. Donc, comme on l'a dit tout de suite, le phénomène de l'esclavage en Mauritanie est un phénomène qui persiste malgré toutes les lois qui ont été votées contre ça. On a eu à recevoir, je pense, il y a 2 ans et même l'année dernière aussi, des Mauritaniens qui étaient venus nous en parler. Vous avez lancé une pétition en ligne contre ce phénomène. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne parvient toujours pas à éradiquer l'esclavage en Mauritanie? Non, je vais d'abord vous remercier et vous dire tout l'honneur que j'ai de me retrouver aujourd'hui autour de ce plateau. Surtout que je suis un fidèle téléspectateur du Grand Rendez-vous. Et je vous admire tout particulièrement, et Tonkara aussi. Merci, c'est gentil. Pour répondre à votre question, malheureusement, on est devant les faits. Et on est obligé de dire que l'État mauritanien et le gouvernement en particulier ne fait rien pour éradiquer l'esclavage. Moi, je dois dire même que j'ai honte en 2016, en 2017, en début 2017, que nous soyons aujourd'hui le seul pays au monde où l'on parle de ce fléau. Parce que le gouvernement n'avait absolument rien à faire. Bon, il prend des lois, il y a toute une panoplie de lois depuis 1981, mais aucune d'elles n'a été appliquée. La plus récente, c'est une loi de 2015 qui criminalise l'esclavage et qui même le désigne, qui le qualifie de crime contre l'humanité. Mais malheureusement, les juridictions mauritaniennes, et notamment les juges, qui sont généralement de formation islamiste sur le plan de la formation, donc assimilent ça à un simple fait divers, pour ne pas dire à un simple délit. La preuve, c'est que la loi de 2015, s'il vous plaît, je termine pour que ceux qui nous regardent puissent bien comprendre le sujet dont nous parlons. Donc la dernière loi de 2015, qui criminalise l'esclavage, indiquait que la peine minimum est de 10 ans et maximum de 20 ans. Et le dernier cas qu'il y a eu, c'est un tribunal qui a siégé pour des cas d'esclavage avérés, parce que les personnes qui étaient incriminées elles-mêmes ont reconnu que ces 2 femmes et les 10 enfants ont été mis en esclavage pendant 40 ans. Donc, on s'attendait quand même à ce que... Mais ils ont été condamnés quand même. Ils ont été condamnés, mais ils ont à des peines légères. Parce que la peine a été de 1 an. 5 ans. De 5 ans, 5 ans ferme et 4 ans avec sursis. Donc 4 ans avec sursis. Donc une peine d'1 an. Donc quand vous soumettez quelqu'un, 10 personnes, 12 personnes plutôt, pendant 40 ans d'esclavage, et que vous vous trouvez, disons, pénalisé par une simple peine d'1 an, et la peine d'1 an, généralement, n'est pas exécutée à son terme. Parce qu'au bout de 2 semaines, 1 mois, bon, le monsieur, compte tenu de cette relation, parvient à trouver une liberté provisoire, et cette liberté provisoire devient définitive. Donc vraiment, l'État ne fait absolument rien. Et nous sommes très inquiets, parce qu'il est incompréhensible quand même qu'un pays comme le Sénégal, qui actuellement fait la une des journaux par rapport à sa position sur la question palestinienne, qui a décidé de mettre au frigo, si on peut dire, des projets très importants qui étaient financés par Israël pour soutenir la cause palestinienne, et il ne voit pas ce qui se passe à côté de lui, dans sa frontière, qui est à 100 mètres d'ici, parce qu'il n'y a que le bout du fleuve qui nous sépare. Donc, c'est incompréhensible, et nous sommes très inquiets, d'abord, par rapport au Sénégal, parce que ces projets de Kinross qui sont en train d'être mis en place, le projet de pétrole entre la Mauritanie et le Sénégal,
vraiment risque de mettre cette question des droits de l'homme, de l'esclavage en parenthèse. Deuxièmement, nous sommes aussi inquiets par rapport à la France, parce que la France quand même a joué un grand rôle dans ça. La France, pas la France en tant qu'institution, mais les colonisateurs qui étaient en Mauritanie ont joué un grand rôle, parce que, en dépit du fait qu'il y a eu une loi en 1848 qui avait interdit l'esclavage dans toutes les colonies. Et d'ailleurs, dans cette loi, il y avait une disposition spéciale qui avait été prise pour la Mauritanie, parce que Victor Schœlcher, qui était l'instigateur de cette loi, Victor Schœlcher représente un peu c'est un peu le Abraham Lincoln pour la France. Parce que c'est lui qui a été à l'origine de cette disposition. Donc là, il est prévu, parce qu'il avait, à l'époque, quand il était secrétaire d'État aux colonies et à la marine, il avait effectué un voyage à Saint-Louis. Et lors de ce voyage, il s'était déplacé jusqu'en Mauritanie pour voir la situation des esclaves. Et il était perturbé. Et il avait tenu à ce que dans la loi de 1848, qu'il ait fait spécialement mention de toutes les communautés qui sont avoisinantes aux colonies. Dans son esprit, il voulait qu'un esclave, supposons, qui soit en Gambie, dès qu'il traverse la frontière, il devient libre. Parce qu'il était prévu dans cette loi, à l'article 7, qu'aucune personne ne peut être esclave sur le sol français. C'est ça la disposition qui avait été prise. Donc en Mauritanie, les colons ont estimé que c'était plus facile. Naturellement, vous savez, les esclaves, ils ne sont pas à l'école, ils ne connaissent pas leurs droits. Non, mais si on va voir un peu la situation en Mauritanie, c'est un pays qui fait environ 4 millions d'habitants. Et il y a à peu près moins d'1 million de Mauritaniens blancs, disons. Ouais. Tout le reste, c'est ou les Haratines ou les négro-africains. Ouais. Et jusqu'à présent, comment se fait-il que malgré toutes les lois qu'on parvient à voter, cette majorité de Noirs parvient toujours à se faire soumettre par une minorité blanche? Et tu sais, ça, c'est le phénomène de la possession. C'est la possession de la force. On parlait c'est la possession du pouvoir. Avec avant l'émission du syndrome de Stockholm. Est-ce que c'est pas ça qui est le problème des Haratines qui se considèrent finalement comme non, écoutez, le problème est très simple. Les Haratines, ils sont maintenus dans ces situations. On veut les maintenir de force. Dans cette situation. D'abord par l'ignorance. Parce que quand vous ignorez vos droits, vous ne pouvez pas les revendiquer. Vous estimez même que c'est normal. Et même mieux, disons, certains ulémas, pas tous, certains condamnent, mais certains ulémas islamistes parviennent à expliquer à l'esclave que c'est sa destinée et qu'il doit être obéissant pour pouvoir accéder au paradis. Et même mieux, à chaque fois il y a un cas comme ça, un cas d'un esclave rebelle, donc dès qu'il décède, il y a un chef religieux qui dit qu'il a vu un songe. Et qu'il est en enfer. Qu'il est en enfer. Et que Dieu lui aurait dit, oui, vous m'avez obéi, vous avez obéi aux règles que moi j'ai édictées, mais vous n'avez pas obéi à votre maître. C'est ça la cause de votre entrée en enfer. Alors, quand vous me dites ça, moi, je rigole parce que je sais que c'est pas vrai. Je sais que c'est pas vrai. Et l'esclave, on lui dit, votre paradis est sous le pied de votre maître. C'est ça le truc. Vous pouvez ne pas gêner, vous pouvez ne pas faire les préceptes, les 5 préceptes de l'islam, mais il suffit que votre maître veuille vous faire entrer dans le paradis pour que vous rentrez dans le paradis. Donc je disais, monsieur Alioune, que nous sommes très inquiets, parce que vraiment nous ne pouvons pas comprendre que les Africains, surtout, ont crié, surtout le Sénégal, qui a été le moteur de la libération de l'Afrique du Sud. Vous savez qu'à sa libération, Mandela, le premier voyage qu'il a fait, il l'a fait au Sénégal, pour remercier le Sénégal de ce qu'il a fait. On ne comprend pas aussi maintenant que le Sénégal soit le porte-drapeau de la lutte des Palestiniens. Alors qu'à côté de lui, les Arabes se mettent ça, Macky Sall ne peut pas l'ignorer. Personne ne peut l'ignorer au Sénégal. Parce que c'est trop près pour être ignoré. Donc si on veut l'ignorer, ça veut dire simplement qu'on ne veut pas regarder on ne va pas regarder la chose en face. Et vraiment, nous, on est inquiets parce que avec cette affaire de pétrole-là, tout ça risque de nous mettre en machin. Et je disais tout à l'heure aussi que pour la France, nous sommes très inquiets parce que si Hollande ne se présente pas, écoutez, tous les autres qui vont arriver, Madame Le Pen ne fera absolument, ce sera son dernier souci, le problème des esclaves en Mauritanie.
Et l'autre, François Fillon, il a déjà dit, il dit que la France n'est pas comptable de l'esclavage. Et d'ailleurs, nous, eux, ils font, et aussi le Val, lors de sa dernière visite au Cameroun, il avait dit que l'esclavage, que pour eux, c'est le passé. Alors que nous, notre problème, ce n'est pas l'esclavage. C'est ça, là. Nous, c'est la non-application. C'est la non-application des lois concernant l'esclavage. Si on avait appliqué les lois d'esclavage en 1848, comme ça a été appliqué au Sénégal et partout, nous ne sommes pas la seule colonie. Et si on avait, un dernier mot. Et si on avait appliqué la loi de 1905 qui concernait l'interdiction de l'esclavage dans toutes les colonies de l'Afrique occidentale française et au Congo, aujourd'hui on ne serait pas en train de parler de ça. Mais l'esclavage a été interdit partout en Afrique, sauf en Mauritanie. Parce qu'en Mauritanie, le colon a trouvé que c'était mieux de laisser, bon, comme les esclaves de toute façon ne revendiquaient pas, et que les autres, les Arabes, tenaient à avoir leurs esclaves, et même étaient prêts à faire la guerre pour ça. Bon, ils ont été comme ceux-ci ne revendiquent pas, et ils revendiquent parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas le niveau intellectuel pour ça. Et mieux que ça, on a ouvert aussi des écoles pour permettre aux chefs arabes de scolariser les enfants, et les esclaves n'étaient pas scolarisés, parce qu'on appelle ça l'école des chefs. Donc, à l'indépendance, ce sont les enfants des anciens esclavagistes qui sont demeurés au poste. Et actuellement, c'est la situation que nous avons. Donc, nous, vraiment, nous interpellons le gouvernement sénégalais. Le Sénégal ne doit pas jouer avec ça. C'est pas, et nous sommes ses voisins. Il ne doit pas ignorer ça. Il doit, comme il a fait pour les Palestiniens, il doit soumettre le problème aussi de l'esclavage en Mauritanie. Parce que l'esclavage est la forme la plus cruelle que l'homme peut faire pour l'homme. L'esclavage, c'est un homme qui appartient à un homme. C'est encore pire que l'apartheid. On entend parfois dire, oui, en Mauritanie, il y a l'apartheid. Mais l'apartheid, c'est du luxe. L'esclavage, ça veut dire, ça, c'est pas ta voiture, monsieur Ndiaye, ou monsieur Tunkara. Ça, c'est un homme qui vous appartient. Vous pouvez le vendre, vous pouvez le céder, vous pouvez le donner en héritage. On a appris récemment qu'un haut responsable mauritanien qui a donné en mariage sa fille l'année dernière, l'a doté de quelques esclaves parce que c'est une tradition. Et mieux encore, ce qui est vraiment déplorable, c'est que ce ne sont plus les anciens esclavagistes qui sont les plus âgés, qui tiennent plus à maintenir l'esclavage. Ce sont de nouveaux. Parce que posséder des esclaves en Mauritanie, c'est un signe de richesse, c'est un signe de réussite. Donc même les gens qui avant n'avaient pas pu avoir des esclaves, pour une raison ou pour une autre, aujourd'hui parce qu'ils sont au pouvoir, ils sont riches, etc., donc il faut qu'eux aussi, qu'ils aient des esclaves pour prouver qu'ils ont réussi dans la vie. On va passer la parole à Sorna. Sorna, c'est là un mot à dire. Bonsoir, monsieur Val. Bonsoir, madame. Alors moi, en 2017, j'entends parler d'esclaves, de personnes qui appartiennent à d'autres, de gens qui sont dépossédés de leurs droits. Je crois rêver, en fait. Donc moi, l'esclavage, comme je l'entends, comme on me l'a appris, comme je trouve inimaginable qu'en 2017, que des gens soient ravalés au rang d'esclaves. Alors, je vous entends, vous demandez l'aide du Sénégal, vous demandez à ce que le Sénégal fasse quelque chose, comme il a toujours défendu les droits des uns et des autres à travers le monde. Je vous entends parler également, j'ai l'impression que ce phénomène-là est un peu légitimé par certains, même par les esclaves, ils légitiment ça. On a l'impression qu'on l'a imprimé dans la conscience collective de tout un chacun. Donc de ce point de vue, ça sera très compliqué de lutter contre cela. J'aimerais également attirer votre attention. Alundia, elle a dit, il y a beaucoup plus de négros mauritaniens en Mauritanie que d'arabes. Donc vous êtes un peu une majorité minoritaire. Et souvent, on voit que vous êtes divisés. Au sein même de cette communauté-là, il y a beaucoup de diversité, il y a beaucoup d'appartenance, il y a beaucoup de revendications. En tout cas, vous ne faites pas bloc. Ne pensez-vous pas que c'est de cela que les dominants, si je peux m'exprimer ainsi, tirent leur force? Parce que
Je pense que si vous étiez unis dans vos principes, dans vos revendications, en tout cas dans cette liberté, entre guillemets, que vous semblez revendiquer, ça serait plus facile pour vous de tendre vers cela. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça, c'est notre unité aurait fait notre force. Mais nous avons des forces qui s'opposent à cela. Nous avons des gens qui travaillent contre cette unité-là. Et justement, c'est ce que nous sommes en train de voir actuellement. Le premier cas, ça a été le cas de l'Iran, de Biram Dahbib, que je crois que vous avez, qu'il a été reçu à Dakar Actu. Son organisation, elle lutte aussi pour l'éradication de l'esclavage en Mauritanie. Mais on lui a créé, l'État a créé, il a financé, il a financé un autre organisme pour l'affaiblir. Et nous-mêmes, au niveau de du manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des Haratines et culturels, qui est pourtant connu pour être, à l'inverse de l'IRA, une affaire de... C'est-à-dire que notre slogan, c'est de faire des omelettes sans casser les œufs. C'est-à-dire de pouvoir avoir les droits des esclaves sans pour autant mettre le pays en danger. C'est ça notre slogan. Mais en dépit de ça... Vous êtes des modérés, en fait. Mais on peut pas faire en Madame, même temps des omelettes sans casser des œufs. Mais en dépit donc de cette bonne volonté, ou de cette même passivité que certains disons, déclarent plus proche de la lâcheté que d'autres choses, nous sommes victimes de la même situation. Récemment, on nous a créé un deuxième manifeste avec des gens que l'État a financés et ils sont en train actuellement de faire campagne pour eux, pour dire que... Donc, nous ne sommes pas dans un terrain où on est libre de pouvoir faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que les autres aussi, leur stratégie et leur politique, c'est de conserver les choses à l'état. Et vous voyez même, je vais vous dire, parce que moi je suis gouverneur, je peux le dire. Quand il y a par exemple des lois qui criminalisent l'esclavage comme celle officiellement, on déclare cela, on publie ça, mais officieusement, on envoie des missions dans les différentes régions et départements pour dire aux esclavagistes, non, vous ne faites pas ça, c'est pour la consommation extérieure. C'est pour vous pouvez garder les choses en l'état. Ça, c'est connu. Et je vous dis qu'aujourd'hui, il n'y a aucune crainte. Et vous cautionnez ça quand vous étiez gouverneur? Non, pas du tout. Moi, j'ai toujours lutté, mais dans la mesure de mes moyens. Ça, c'est l'État qui le fait. C'est l'État qui est comme ça. Nous avons un État qui est esclavagiste. C'est ça le malheur. L'État est un État esclavagiste. Même si par ailleurs on fait des élections, on déclare que le président la dernière fois, je l'ai dit dans une émission à Nouakchott, a déclaré au cours d'un séminaire, d'un congrès qu'il avait organisé pour avoir un troisième mandat, il avait dit qu'à la fin, que nous sommes un pays démocratique. J'ai dit, monsieur le président, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas être un pays démocratique quand il y a l'esclavage. Donc vraiment, c'est un dilemme. Et vraiment, moi, j'en appelle à la conscience des Sénégalais et des Africains, et surtout des intellectuels, des cadres, ceux qui ont pu faire le changement, qui ont lutté pour qu'en Afrique du Sud, l'apartheid disparaisse. Et je rappelle encore que l'apartheid, c'est de la tartine de pomme par rapport à l'esclavage. L'esclavage, il n'y a rien de plus cruel. Mais pour l'apartheid, déjà le changement a commencé au sein même de l'Afrique du Sud. Il faudrait que dans ces pays où il y a ce genre de choses-là, que des voix se lèvent. Moi, j'ai l'impression qu'à vous entendre, c'est un aveu d'impuissance, que vous ne pouvez rien à cela, en fait, que vous demandez l'aide des autres parce que vous ne pouvez pas, vous, avec en tout cas ces gens-là qui sont victimes de cela, changer les choses en l'état ou en tout cas impulser un changement, quel que ça... Non, je pense qu'il ne faut pas le dire. D'ailleurs, ma présence ici, parmi vous, rentre dans le cadre de ce combat que nous menons, mais c'est le combat qui a été difficile. L'Afrique du Sud ne s'est pas libérée toute seule. Même aux États-Unis, il a fallu que des communautés comme les communautés blanches prennent en main le problème de l'esclavage. Ce ne sont pas les esclaves eux-mêmes américains qui sont libérés. Ils n'auraient pas pu le faire à eux seuls. Ce sont d'autres gens qui ont pris conscience de ça et qui ont dit non, ça c'est pas juste. Et qui ont pris des armes contre leur vis-à-vis, leurs voisins, leurs cousins, leurs neveux, qui étaient blancs comme eux. Mais ils ont dit non, ça il faut le condamner. En Afrique du Sud, si l'ANC n'avait pas reçu ce soutien international, où il y a même un boycott des produits sud-africains,
Je ne pense pas qu'à eux seuls, ils auraient pu réussir ce qu'ils ont réussi. Nous avons besoin du soutien de la communauté internationale. Nous avons besoin du soutien des cadres, des gens qui sont au devant de ces batailles de l'homme, qui veulent qu'en 2017, on ne termine pas l'année avec encore des... Et le problème de ce truc, c'est que c'est un esclavage par ascendance. C'est-à-dire qu'au moment où nous sommes en train de parler, des enfants sont nés déjà aujourd'hui et ils sont esclaves. C'est ça le problème. C'est que si on n'apporte pas un frein, c'est une situation qui va se diriger jusqu'à l'extinction du soleil, comme dirait du Sasek. Alors, en ce moment, il y a combien d'esclaves en Mauritanie? Écoutez, ça, c'est la question, disons, des 100 000 euros. Parce qu'on ne parvient pas à le savoir. L'État, le gouvernement refuse systématiquement de savoir combien il y a d'esclaves. Mais c'est normal. Est-ce que vous aussi, il n'y a pas un travail à faire pour justement dénombrer des statistiques et avoir des moyens? Nous faisons ce qu'on appelle une extrapolation. Oui. Il y a une enquête qui a été faite en 1968 par les colons et qui ont dit que les Haratines font 50% de la population. Et que les négro-africains, c'est-à-dire Pulaar, Soninké et Wolof, font à peu près 25%. Et là, que la communauté moure arabe, disons, tourne autour de ce chiffre-là. Les berbères. Oui, les arabes berbères. Mais pour le gouvernement, il refuse cette situation. Oui, mais... Il refuse ça, il dit que non, nous avons décrété que nous sommes majoritaires. C'est tout. Oui, mais ça, ce sont des... Si vous voulez, on peut dire ce que l'on veut. Mais la réalité des chiffres, elle doit être là. Il y a un travail que vous devez faire, vous, pour pouvoir dénombrer exactement qui est qui. Si vous nous estimons que les esclaves, les anciens esclaves haratines, représentent 50%. Dont 25% de personnes libérées, les haratines, c'est-à-dire les anciens esclaves qui sont libérés. Et il y a 25% qui sont encore esclaves aujourd'hui. Esclaves dans le domaine pastoral, parce que c'est eux qui font le travail avec les animaux. Esclaves dans le domaine agricole, vous pouvez les voir sur la vallée. Les vallées, vous pouvez trouver des gens. Tous les cultivateurs sont esclaves. Certains d'entre eux, la plupart, ceux qui travaillent pour les esclavagistes, ils ne sont pas payés, ils ne sont pas nourris, ils ne sont pas soignés, ils n'ont pas de repos, et ensuite ils travaillent sans être payés. Oui, mais ça, c'est la situation. Mais est-ce que vous pouvez nous donner une estimation chiffrée de ces esclaves en Mauritanie? Mais je vous ai dit que sur les 4 millions de Mauritaniens, il y a 1 million d'esclaves, des gens qui vivent encore aujourd'hui sous l'esclavage, l'esclavage domestique. Si vous allez à Nouakchott, vous pouvez voir des gens qui travaillent dans les maisons, des grands seigneurs, et qui sont des esclaves, qui ne sont pas payés, qui ne sont pas habillés, qui ne sont pas nourris, qui ne sont pas soignés et qui n'ont pas droit au repos. Donc environ, en ce moment, il y a 1 million d'esclaves. 1 million environ. Donc, on peut dire qu'il y a 1 million d'esclaves. Le quart de la population. Oui, absolument. Et sous l'esclavage. Vous pouvez le dire. Oui, ok. Alors vous, aujourd'hui, comment vous articulez la lutte à l'intérieur de la Mauritanie? Écoutez, là, la Mauritanie, nous la menons de façon, en sensibilisant les gens, en savoir les esclaves sur leurs conditions. Leurs conditions d'abord. Et jusqu'à présent, votre lutte n'a donné aucun résultat, c'est ça? Non, on n'a donné aucun résultat, je ne sais pas. Bon. En tout cas, il y a un changement, il y a un changement. Nous n'avons pas, comme je vous l'ai dit. Quel changement y a-t-il? Écoutez, M. Tonkara, nous n'avons pas la liberté de manœuvre. Nous n'avons pas la liberté de manœuvre. Oui, mais c'est normal. L'effort que nous faisons, il y a un contre-effort qui est plus puissant et plus important. Mais c'est normal. Je vous donne un simple exemple. Très simple. Le premier de la stratégie de ces esclavagistes, c'est d'abord d'éviter que l'enfant ne rentre à l'école. C'est-à-dire que vous pouvez... Mais ça, ce n'est pas le problème. Ah si, c'est le problème. Non, c'est le problème. C'est-à-dire que... L'éducation est un grand problème. Oui, mais... Moi, si je n'avais pas été éduqué, je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler de la loi de 48 et de 1905. Ce que je veux dire, c'est que l'esclavagiste va tout faire pour qu'il y ait un statu quo, pour que les choses aillent en sa faveur, c'est-à-dire que l'esclavage continue. Ça, c'est normal. Ouais, vous, si vous luttez pour la fin de l'esclavage, acceptez qu'eux aussi luttent pour que l'esclavage continue. Et ils vont développer leur stratégie. Donc il ne sert à rien de pleurnicher sur ce qu'ils font eux.
Il faut juste se focaliser sur vous, ce que vous avez fait qui ne marche pas et ce que vous devez faire pour que ça marche. Parce que le problème, vous l'avez dit, les esclaves en Amérique, ils ont été libérés parce que les Blancs, à l'intérieur de l'Amérique, ont dit non, il faut que ça cesse. En Afrique du Sud, il y a eu ce mouvement de l'ANC, qui a pris la lutte armée, qui a pris le maquis. Inkatha était là pour poser des bombes, faire des attentats, acculer l'ennemi. Et bien sûr, il y a une conjugaison des forces extérieures pour venir à bout de l'apartheid. Et Frédéric de Klerk de l'intérieur aussi. Oui, tout cela c'est de l'intérieur. Donc il y a eu de l'intérieur et de l'extérieur. Mais vous, grand Dieu du ciel, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Aujourd'hui, vous venez pleurnicher pour que le Sénégal vienne vous aider. Mais le Sénégal ne va pas vous aider, monsieur. Vous allez pleurnicher pour que la France vous aide. La France ne va pas vous aider. Il faut que le million de Mauritaniens là, guidés par vous, parce que vous dites que non, les esclaves ne sont pas éduqués. Mais vous, vous êtes éduqués. Dirigez la lutte. Prenez les armes, faites ce qu'il faut, parce qu'il n'y a pas de pire condition que l'esclavage. La mort est préférable à l'esclavage. Donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord que le Sénégal doit vous aider. Le Sénégal ne vous aidera pas parce que depuis que ça dure, le Sénégal est là, il ne fait rien du tout. Et le Sénégal ne fera rien parce que dira que non, ce sont les affaires intérieures de la Mauritanie, pas d'ingérence. La France ne fera rien et va servir le même discours. Et de toute façon, la France, je m'en excuse, mais ce n'est pas le problème. Donc, monsieur, dirigez la lutte de manière courageuse et sérieuse. Et surtout, soyez prêts à payer le prix. Parce que le prix de la liberté, ben, il se paye. Et vous n'êtes pas prêts pour ça. C'est pour ça que l'esclavage va continuer. Non, pas que ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, notre lutte est une lutte pacifique. Mais ça ne passe pas, monsieur. Je suis désolé. Laissez-moi terminer. Pacifique. Laissez-moi terminer. Notre lutte est une lutte pacifique. Non, nous ça c'est la poltronnerie de dire non, laissez-moi terminer. Non, il faut se battre. Nous sommes profondément attachés à notre pays. Et nous ne voulons pas, comme je l'ai dit, mettre notre pays en danger. C'est un pays qui est très faible, qui ne peut pas supporter cette chose. Mais le pays est en danger quand il y a esclavage. Non, d'accord. Nous pensons, notre stratégie est une stratégie pacifique. Comme je vous l'ai dit, nous voulons faire des omelettes sans casser les œufs. Vous perdez votre temps. En même temps, ce qui ne peut pas mais être. Vous perdez votre temps. Moi, j'ai jamais vu d'omelette. Mais c'est ça, j'ai jamais vu d'omelette. C'est la poltronnerie. D'omelette qui a été faite sans casser. S'il te plaît. Je vous Laisse-moi assure terminer. Il faudra nous donner votre Je vais terminer. Votre recette. Laisse-moi terminer. Nous ne sommes pas là pour que... Parce que vous avez parlé pour mettre, s'il vous plaît. Il y a eu combien de millions de morts? Mais des morts et des morts. Non. Il n'y a pas eu. Non, nous voulons. Pour c'est l'une des guerres les plus. Notre stratégie, écoutez-moi. Notre stratégie, c'est de faire des omelettes sans casser les œufs. Ce qui est impossible, Monsieur Val. Ça veut dire que nous voulons libérer ces esclaves, avec l'aide d'ailleurs de tout le monde. Parce que mais je vous dis que même ici, toi, vous me parlez du Sénégal, mais l'esclavage du Sénégal n'a pas été aboli par le combat ici des gens. Qui a aboli ça? C'est Victor Schœlcher. Qui l'a aboli en 1840. Il ne l'a pas aboli seulement au Sénégal, il l'a aboli pour toute l'Afrique. Oui. Alors, est-ce que cela a mis fin à l'esclavage? Non, cela n'avait pas mis fin à l'esclavage. Dans le Fouta, il y avait toujours l'esclavage. En tout cas, laisse-moi te répondre. Je veux te dire que ce n'est pas le combat intérieur qui a libéré les esclaves au Sénégal. C'est un décret qui a été pris en France. Oui. Ce qui n'est plus possible. C'est Victor Churchill qui a pris en 1848. Mais ce n'est plus possible. Je ne suis pas tellement d'accord avec cette personne. Je m'excuse. C'est pas la même chose. Non, je termine, s'il te plaît. Parce que l'esclavage au Ce Sénégal. que je vais vous expliquer, c'est qu'avec la pression internationale, on peut faire beaucoup de choses. On n'a pas besoin de... Nous, quand tu vois maintenant, quand vous voyez la situation de ces pays-là, comme la Libye, comme la Syrie, l'état dans lequel ils ont mis leur pays, mais ça, c'est inacceptable. Donc vous préférez l'esclavage à cela? Non, nous ne préférons pas. Nous voulons libérer les esclaves en Mauritanie, mais en conservant la Mauritanie intacte. Bon, il faut conserver la Mauritanie, on est d'accord. Mais monsieur Val, avec la lâcheté, on ne peut aller nulle part. Aujourd'hui, les esclaves mauritaniens, ce qu'ils veulent, c'est soit être des esclaves, continuer le statu quo, comme le veulent
les maîtres blancs, Ouais. ou alors ils veulent être libérés. Mais pour être libérés, il faut payer le prix. Non, Mais vous n'êtes pas prêts. non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les esclaves Le prix, c'est mauritaniens... ça le prix, moi je suis là en train de parler avec vous. Mais Le vous- prix, c'est l'aide que vous allez apporter. C'est ce que. Vous, monsieur- quand vous monsieur- étiez gouverneur, monsieur qu'est-ce Ndiaye va apporter. que vous avez fait quand vous étiez gouverneur? Mais j'ai toujours combattu, je les ai toujours couverts. Je les ai toujours couverts. Et je dis mieux, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les Arabes qui sont esclavagistes. Il y a parmi les Arabes des gens qui sont plus. Par exemple, nous avons dans notre la Ligue, la formation que nous avons, hein, le manifeste, dans notre manifeste, il y a des morts blancs qui sont aussi combatifs. Je connais l'un d'eux, j'en profite d'ailleurs pour le saluer, parce que c'est un ami, un ancien ministre. La pétition est signée par des ministres qui ne sont pas des esclavagistes. Il y a des morts qui ne sont pas ça, qui sont contre ça. Donc nous, mais eux, ce n'est pas le problème. Le problème, ce sont les esclavagistes. Et ces esclavagistes-là, il faut leur opposer une lutte qui n'est pas lâche. C'est-à-dire des omelettes Avec des œufs des cassés. œufs sans avec casser des les œufs œufs. cassés. Et vous, ce que vous faites là, omelette sans casser des œufs. Monsieur, je suis désolé, mais Non, vous cela, n'avez pas d'omelette. c'est l'autre nom de la lâcheté. Et on ne peut pas libérer des esclaves avec de la lâcheté. C'est avec du courage, avec un combat acharné et pour payer le prix qu'il faut. La liberté, Ça s'arrache. partout, elle a toujours été arrachée. Jamais avec des omelettes sans casser d'œufs. Ça n'a jamais existé. Et vous, bon, vous voulez innover en ne cassant pas d'œufs, mais je vous assure, on est en 2017, en 3017. Hein? L'esclavage va encore continuer. Nous rions de ça, mais c'est une chose extrêmement grave. Nous, je dis, nous tombons des nuits qu'on dit qu'il y a 1 million d'esclaves en Mauritanie, que vous avez des parents esclaves, que vous avez des cousins esclaves, vous avez des neveux esclaves, vous avez des fils esclaves, et vous aurez des neveux esclaves, vous aurez des petits-neveux esclaves, des petits-fils esclaves. Monsieur, il y a des choses pour lesquelles, je vous assure, la mort même est profitable et préférable à être esclave. Payez le prix pour ça. En tout cas, nous, Sénégal, on va vous opposer toujours l'ingérence. Nous ne pouvons pas nous ingérer dans vos affaires intérieures. La France, c'est l'hypocrisie, vous le savez mieux que moi. Ils feront rien du tout et ils vous chanteront n'importe quelle chanson, mais c'est votre problème à vous. Gérez-le, ce problème-là. Mais gérez-le avec courage et surtout en cassant des œufs. Donc, je ne partage pas votre point de vue, M. Tonkara. Moi, j'estime que s'il y a une pression de la communauté internationale, qui est d'ailleurs, qui a commencé à... Parce que toutes ces lois qui ont été votées, elles ont été votées sous la pression de la communauté internationale. Et nous avons eu, je crois, l'an dernier, au mois de mars dernier, le secrétaire général des Nations Unies qui est venu en Nouakchott et qui a demandé au gouvernement de mettre fin à cette situation. Ça fait 35 ans, que ces lois sont votées. Je pense qu'il peut y avoir une lutte pacifique, mais une lutte quand même. Parce Ouais, que mais si, c'est ça, voilà, c'est ça, hein, si on prend l'exemple de Gandhi, l'exemple de Martin Luther King, je veux dire, c'est une résistance, même si elle est pacifique. Mais ces lois durent depuis 40 ans. Il faut une désobéissance totale. Mais ça, notre stratégie, ça, vous le faites pas. notre stratégie, c'est une lutte pacifique. Votre stratégie, c'est des pétitions, S'il te plaît, c'est s'il te l'Internet, plaît, s'il te c'est plaît. Facebook. Oui. Vous allez voir, ça fait 40 ans que ces lois existent et aucune Non, application. la loi n'existe pas depuis 40 ans. Et puis De 81 maintenant. Oui, d'accord. De 40 ans. Oui. Mais en tout cas, ces derniers temps, elles ont pris disons, une ampleur. Quelle ampleur? Elles ont pris l'ampleur, c'est avec la communauté internationale. Oui. Je vous ai dit que le Qui est la communauté internationale? S'il vous plaît. D'accord, je termine, mais le secrétaire général des Nations Unies, c'est une personnalité morale. Mais depuis quand les Nations Unies parlent-elles de ça? Ouais. Rien. Les Nations Unies, le secrétaire général est venu. Et il a dit à Abdelaziz, les yeux dans les yeux, que cette situation était intolérable et qu'elle est inacceptable au XXIe siècle. Et il a demandé à ce qu'il soit mis fin le plus rapidement possible. Donc maintenant, nous, ce que nous demandons... Même dans le Coran, Dieu il dit qu'il ne changera pas une nation tant que la nation ne se change pas. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Ça, nous le savons. Nous sommes en train de changer. Ma présence ici fait partie de cette stratégie. Et moi, je suis convaincu. Parce que quand maintenant, avec les moyens de communication modernes et l'Internet, le monde devient un village. Il est inadmissible que le monde
l'humanité, dans son globalité, accepte qu'un pays, tout simplement parce qu'il n'a pas trouvé des gens qui sont courageux, comme dit Toukoura, c'est peut-être ça, voilà, qui n'ont pas cette stratégie, reste comme ça en état. Monsieur Val. Au contraire. Nous, d'ailleurs, tous les responsables internationaux que nous avons rencontrés, nous ont dit qu'ils souhaiteraient que notre vie soit pacifique. Monsieur Val, pacifique. À commencer par les Américains. Monsieur Val, ce que nous essayons de vous dire, c'est que le changement, il faut que vous vouliez du changement en fait. Il faut que l'on sente une motivation de votre part à vous, pas pacifiquement. Aucun pays ne s'est jamais, non, mais même pacifiquement, mais aucun pays ne s'est jamais libéré pacifiquement. Il faut qu'il y ait des gens qui prennent les armes. Il faut qu'il y ait des gens qui disent non. C'est ça. Tu vas prendre les armes. Moi, je suis pas mauritanienne. Moi, je suis pas mauritanienne. Ce que j'essaie, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'ils sont prêts déjà pour ça? Non, nous ne sommes pas d'accord. Une lutte pacifique. Nous ne sommes pas d'accord. Ça dure depuis combien de temps? Ça veut dire qu'il faut désobéir. Mais le propre de l'esclave, c'est d'obéir. Tant qu'ils acceptent d'obéir, c'est la. Mais depuis quand? Depuis quand? Il faut une désobéissance. Une stratégie ne marche pas, mais on change de stratégie. Laissez-moi vous dire notre stratégie, pour que vous sachiez très bien ce qu'on va. Nous ne sommes pas là pour nous ne sommes pas des marionnettes. Et contrairement à ce que vous pensez, nous n'avons peur de rien. Nous sommes des gens courageux. Mais nous avons une stratégie. Nous estimons que notre pays est trop faible pour supporter des coups de cette nature-là. Et nous ne voulons pas, s'il te plaît, et nous ne voulons pas que des gens nous utilisent dans cette voie-là. Absolument. Nous voulons une voie pacifique. Et nous pensons, s'il te plaît, et nous pensons que si nous avons l'appui de la communauté internationale, et notamment des pays qui déclarent cette... Parce que même la France, avec la loi Taubira, ils ont déclaré que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Comme Tounkara l'a dit, ce n'est pas la France qui va régler le problème. Moi, je suis d'accord pour une lutte pacifique. Mais la France a réglé le problème pour le Sénégal et il a réglé le problème pour le Sénégal. Non, mais la France n'a réglé aucun problème pour le Sénégal. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, la France n'a réglé aucun problème pour le Sénégal. Non, ce n'est pas la même chose. Non, il n'y a jamais eu d'esclaves en tant que bien meuble au Sénégal. Ce n'est pas la même chose. C'était même pas la même culture. Non, c'est vrai. Les esclaves n'ont jamais été des biens meubles au Sénégal. Je ne veux pas soulever l'histoire de l'esclavage du Sénégal. Non, mais c'est parce que il y a eu des traités. Non, s'il te plaît. Au Sénégal, c'était sous le servage. Il y a eu des traités entre Fédéral d'or où les souverains, les suzerains sénégalais ont exigé, comme en Mauritanie d'ailleurs, ils ont exigé qu'il ne soit pas interdit que l'esclavage leur soit permis. Oui, mais c'est le servage. Vous le savez tous. Non, mais je vous dis, c'est pas la même chose. Quand bien même que ça ait marché pour le Sénégal, ça ne peut pas marcher pour la Mauritanie. La France n'a rien réglé au Sénégal. Au cadre ou à nous autres, c'est que, à la Mauritanie, ce qui n'a pas été... Quelles sont les actions de désobéissance aujourd'hui que vous mettez en œuvre pour que l'esclavage prenne fin? Écoutez, nous, notre stratégie, elle est très simple. Elle est basée sur un certain nombre d'actions. Que vous ne voulez pas dévoiler? Non, si, je vais dévoiler. Elles ne sont pas cachées. Nous avons un livre, d'ailleurs je demande à ceux qui nous suivent non pas seulement de lire la pétition qui est en ligne sur www.kidem.org, pétition contre l'esclavage en Mauritanie, c'est en ligne, pour le lire, pour bien comprendre ce dont nous en parlons. Parce que nous n'avons pas abordé beaucoup de choses. On ne peut pas les aborder dans une émission. Je termine, s'il te plaît. Nous, notre stratégie est très simple. Le grand handicap, écoutez-moi. Vous avez vraiment eu la parole, on vous a donné le grand rendez-vous à vous tout seul. Pendant toute la première partie. Non, parce que le sujet est intéressant. Mais absolument, c'est pour ça qu'on ne peut pas aujourd'hui de parler de mannequins et de style, alors que les gens vivent en esclavage. C'est ça ce n'est pas la même, sans avoir à jeter des pierres à madame. Mais vous ne répondez pas à la question. C'est crucial. On va être obligé de passer à des problèmes de style, malheureusement. Quelles sont vos actions de désobéissance? C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Le problème de l'esclavage, il est intimement lié au problème de l'éducation. Comme à preuve, c'est que les maîtres d'esclaves empêchent les enfants de rentrer l'autre jour. Je vous donne un exemple. Laissez-moi vous terminer, s'il vous plaît. Je vous donne un exemple simple. Nous avons un ambassadeur, un ancien ambassadeur, qui s'appelle Hamoudou Ali, qui est venu à la télévision nationale, à Paris pour l'année dernière, pour lancer un appel. La télévision s'appelle Shingiti TV, pour contrôler, pour savoir que moi je ne raconte pas d'histoire ici.
Je ne suis pas revenu pour raconter l'histoire des STV. Mais monsieur, vous ne répondez pas à la question. Donc, la première stratégie, et celle qui est la plus crainte, la meilleure arme. On va vous laisser conclure. Parce Oui, je vais conclure. La meilleure arme pour lutter contre l'esclavage, c'est l'éducation. Une personne. D'ailleurs, le président Abraham Lincoln l'avait dit. Il avait dit qu'un esclave alphabétisé est un esclave libéré. Il faut que vous le... Ça, c'est la meilleure arme. Nous sommes... Oui, je tiens à te dire. Donc, nous sommes en train d'encourager les gens à mettre leurs enfants à l'école. Bien que nous avons, comme je t'ai dit, un contre-courant qui veut justement les empêcher d'aller à l'école. Mais vous n'avez aucune action de désobéissance vis-à-vis de cet État esclavagiste. Mais si, chaque année, d'ailleurs, c'est notre, j'espère que cette année, pour 2017, que des STV sera là, chaque année, nous célébrons ce qu'on appelle la marche des esclaves de Montréal. Ce n'est pas une action de désobéissance? Je suis désolé. Cérémonie au vous ne bloquez pas le système. Vous ne leur mettez aucune pression. Nous avons dit que nous ne sommes pas pour les actions volantes. Nous ne voulons aucune action volante. Bloqué le système, ce que nous voulons. Il parle de grève générale, il parle de ce genre de choses. Nous ne sommes pas de marche, pas de sit-in, rien du tout. Nous faisons de la contestation. Nous faisons de la contestation. Nous écrivons au pouvoir pour dire, monsieur, vous êtes un pouvoir esclavagiste parce qu'il y a tel et tel et tel fait. Quand il y a un cas d'esclavage, nous nous mobilisons. Nous mobilisons tous. Vous n'avez jamais fait de marche? Le cas de la dame qui est dans la pétition, qui est citée dans la pétition, vous pouvez le lire. Cette dame, nous l'avons. Il n'y a jamais eu de marche. Nous assistons. Il n'y a jamais eu de marche. La pétition si, que chaque année, je demande à tout le monde le 29 avril, de signer la pétition. Peut-être déjà, ce sera quelque chose. Chaque année, le 29 avril. Vous cherchez 1500 signatures, c'est ça? Oui, ou 2000 ou 3000. Mais c'est peu, il faut chercher des millions, monsieur. Oui, c'est plus ambitieux. Mais vous savez. Est-ce que je vais vous faire une suggestion? Oui. Bon, il faut organiser le blocage de l'État esclavagiste mauritanien. En investissant pacifiquement, j'ai dit, vous ne cassez rien, vous ne faites pas ni d'incendie, ni d'inondation, ni rien du tout. Mais bloquer des mairies, bloquer des gouvernorats, gouvernance, vous dites chez vous, gouvernorat? Chez nous, on dit gouvernance. Ok. Bloquer, aller faire des sit-ins dans des ministères, faites des sit-ins devant le palais présidentiel, faites des actions pacifiques, visibles, qui bloquent le système. C'est ce qu'on fait. Grève générale. Il n'y a jamais eu de grève générale. À chaque fois que, non, pas de grève, mais chaque fois qu'il y a eu. Il faut des grèves. Mais il faut des grèves. La grève est pacifique. Oui, la grève est pacifique. Organisez une grève générale pour la libération des esclaves. Des villes mortes, opération. Des villes mortes, opération escargot. Vous prenez vos chameaux, vous les conduisez en ville à 2 à l'heure. Opération ville morte. Opération escargot. Non, ça va être opération chameau. Opération dromadaire. Ok, mais parce que cet État esclavagiste n'a pas le droit d'exister. C'est anormal. Moi, je ne peux pas concevoir que j'ai des frères et sœurs qui sont encore esclaves. C'est inacceptable. Et vous êtes responsable parce que votre stratégie de vouloir nager sans vous mouiller, de vouloir faire des omelettes sans casser d'œufs, cela-là, vous n'irez que sur des plateaux de télé, Internet, Facebook, tout ça, et vous n'aurez aucun résultat. En tout cas, ce n'est pas notre conviction. Votre dernier mot. Mon dernier mot, d'abord, c'est pour remercier. Et dire que je m'excuse que ça a été long, surtout auprès de madame qui attend depuis longtemps. Et me dire quand même que le sujet est important. Et que nous, notre combat, comme je l'ai dit, est un combat pacifique. Et même si la formule est peut-être mal faite, nous voulons faire des omelettes, c'est-à-dire permettre aux esclaves et aux il faut changer cette formule. Je m'excuse. Je termine, s'il vous plaît. Donc, utopique. Nous voulons, comme j'ai dit, faire des omelettes, c'est-à-dire permettre aux esclaves sans trouver le droit dans le cadre d'une Mauritanie sans pacifique. Merci beaucoup. Et je suis sûr et certain que si nous avons l'appui de la communauté internationale, ce qui commence à faire... Parce que beaucoup de gens n'étaient même pas au courant de ça. Certains disent que c'est le passé. Et quand vous lisez la pétition, vous avez des gens qui pleurent parce qu'ils se disent mais c'est pas possible en 2017. Donc nous, c'est ça notre travail. Et je pense que c'est cela qui va nous... Si nous trouvons un appui international,
je pense que nos droits aussi suivront. Nous avons été très heureux, M. Ahmadou Val, de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes ancien gouverneur et vice-président du manifeste des Harakines. Non, mais je pense qu'on va vous libérer comme vous aviez d'autres engagements. Je voulais juste vous demander, est-ce que vous avez pensé au choc des images? Parce que vous avez parlé, mais je suis un peu d'accord avec M. Tounkara. Parce que comme vous remarquez, il y a de l'injustice quelque part. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une force terrible. Ce que vous avez dit, nous, on a été choqués. Moi, personnellement, je viens d'apprendre ça. Je me dis, pourquoi ne pas donner des téléphones aux esclaves pour qu'ils prennent des situations insolites, qu'ils partagent, que ça fasse virus sur les réseaux sociaux. Je suis désolée, nous, on parle peut-être de mode et de mannequinat, mais on est dans la communication. Et ce genre de problème, il devrait pouvoir communiquer dessus. C'est tout ce que moi, je voulais ajouter. Oui, d'accord. Donc, pour vous répondre très brièvement, nous, c'est ça notre stratégie. Notre stratégie, c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser le maximum de gens, afin qu'ils apportent leur caution à leur soutien à cette... Et donc, nous sommes sur Internet, CRIEDEM, CRIEDM.org, pétition contre l'esclavage en Mauritanie. Donc, j'invite non pas seulement madame et tous ceux qui sont sur le plateau à le signer, parce que nous voulons avoir 1 million, si c'est possible, comme dit Tounkara, parce que Tounkara, lui, moi, je ne signerai que lorsque j'entendrai qu'il y a une opération chameau ou dromadaire. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Pour le moment, d'abord, ça, c'est la plus facile. Parce que donc, je disais donc, j'invite aussi tous les téléspectateurs de ZTV qui me regardent en ce moment, de nous signer cette pétition. Et donc, elle est sur CRIEDEM, CRIEDEM.org. Donc, si d'ailleurs notre réalisateur peut nous inscrire à bas de la page, ça fera aussi. Et donc, nous espérons que l'année prochaine, à pareille époque, que nous serons ici pour célébrer la fin de l'esclavage en Mauritanie. C'est ça mon vœu. Et le vœu de notre organisation. Merci. Merci d'être passé sur ce plateau.